Ma sœur a annoncé, je me fiche de savoir à qui appartient la maison. Cette maison au bord du lac reste une propriété familiale. Puis, elle a prévu d'y organiser son mariage. Alors, je lui ai répondu, fais-le, et tu passeras ta lune de miel en prison. Il y a 6 mois, mon grand-père est décédé. C'était un homme incroyable. Il a bâti son entreprise de construction en partant de rien, et m'a tout appris sur le travail acharné et l'intégrité. Quand j'avais 15 ans, il a commencé à m'emmener sur les chantiers chaque été, pour m'apprendre le métier. À 18 ans, je travaillais à plein temps pour lui, tout en suivant des cours du soir à l'université communautaire. Ma sœur, Émilie, 25 ans, a pris un chemin différent. Elle a fréquenté une université privée très coûteuse. Mes parents ont contracté des prêts, elle a étudié l'histoire de l'art, et a passé ses étés à voyager en Europe avec ses amis. Elle rendait visite à grand-père peut-être 2 fois par an. En général, autour des fêtes, quand il y avait des cadeaux à la clé. Je ne juge pas ses choix. Nous sommes simplement des personnes différentes. Lors de la lecture du testament de grand-père, j'ai découvert qu'il m'avait légué sa maison au bord du lac, dans le Vermont. Ce n'est pas n'importe quelle propriété. C'est un magnifique chalet de 4 chambres, situé sur un terrain de 4 hectares, avec un accès privé au lac. Il est estimé à environ 850 000 €. À Émilie, il a légué 50 000 € en espèces, ainsi que sa collection de montres vintage, d'une valeur d'environ 30 000 €. Le reste de sa succession a été divisé entre diverses œuvres de charité. Le testament incluait une lettre, expliquant ses décisions. Pour moi, il a évoqué nos souvenirs partagés à la maison du lac, le fait de m'avoir appris à pêcher sur le ponton. Il a mentionné nos étés passés à reconstruire ce ponton ensemble, et les premiers que j'y ai passés, à apprendre la menuiserie. Il a écrit qu'il voulait que la propriété reste entre les mains de quelqu'un qui en comprenait la véritable valeur, bien au-delà de l'argent. Pour Émilie, il a mentionné être fier de ses aspirations artistiques, et espérait que cet argent l'aiderait à lancer sa carrière. Ma mère, Janet, 54 ans, était furieuse. Elle m'appelle tous les jours, insistant sur le fait que la richesse familiale doit profiter à tous les enfants de manière égale, indépendamment des intentions des grands-parents. Elle affirme que grand-père était vieux jeu, et qu'il a fait du favoritisme, simplement parce que je suis un homme, et que j'ai travaillé dans la construction comme lui. Elle exige que je vende la maison du lac, et que je partage les bénéfices avec Émilie. Voici pourquoi je suis tiraillé. J'aime ma sœur. Nous avons toujours été proches, malgré nos différences. Émilie elle-même n'a pas directement demandé l'argent, mais elle a fait des commentaires sur la chance que j'ai, et sur la façon dont cette maison pourrait résoudre tous ses problèmes. Elle a environ 80 000 € de prêts étudiants, et de dettes de carte de crédit. Ma mère a maintenant impliqué la famille élargie. Sa sœur, ma tante, m'a qualifié d'égoïste lors du dîner du dimanche. Le frère de ma mère a dit que je manquais de respect aux valeurs familiales. Ils disent tous que grand-père aurait voulu que nous prenions soin l'un de l'autre. Et que je suis avide en gardant l'entièreté de la propriété. Le fait est que je ne veux pas vendre. Au-delà de la valeur sentimentale, ma femme Sarah et moi prévoyons de fonder une famille, et nous rêvons que nos enfants y passent leurs étés, tout comme je l'ai fait. Nous vivons actuellement dans un petit appartement à Boston, et cette maison représente un avenir que nous ne pourrions pas nous offrir autrement. Le dernier argument de ma mère, c'est que j'ai déjà une carrière stable. Je dirige ma propre entreprise de construction. Alors qu'Émilie, elle, peine à trouver sa voie. Elle travaille à temps partiel dans une galerie d'art, et fait de la rédaction en freelance. Ma mère affirme qu'il est de mon devoir, en tant que grand frère, de rééquilibrer les choses. J'ai proposé des compromis. Émilie peut utiliser la maison quand elle le souhaite. Je paierai ses vols pour qu'elle puisse venir s'y ressourcer. Elle pourra même y organiser son mariage, un jour. Et je l'aiderai à rembourser ses prêts, en puisant dans mes propres économies. Mais ma mère juge que ce n'est pas suffisant. Elle veut que je vende la maison pour partager l'argent, ou que je rachète la part d'Émilie pour 400 000 €. Soit la moitié de la valeur de la maison, moins son héritage. Reddit, suis-je le trou du cul pour avoir gardé la maison au bord du lac de mon grand-père, même si cela a créé une répartition inéquitable de l'héritage? Mise à jour 1, postée 3 semaines plus tard. Eh bien, les choses ont dégénéré rapidement. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon message initial. Le consensus était assez clair. Je ne suis pas le trou du cul,
et je dois respecter les dernières volontés de mon grand-père. Je me suis senti validé, mais j'espérais encore trouver une résolution pacifique. Cet espoir est mort ce week-end. Je dois d'abord donner un peu de contexte. Après mon premier post, j'ai eu une longue conversation avec Émilie. Elle a admis être blessée par la disparité de l'héritage, mais a dit qu'elle comprenait le raisonnement de grand-père. Nous nous sommes pris dans les bras, et je pensais que tout allait bien. J'ai réitéré toutes mes offres précédentes, et j'ai même ajouté que je l'aiderais pour l'apport d'un appartement, quand elle serait prête. Elle a semblé sincèrement reconnaissante. Ma mère, en revanche, a redoublé d'efforts. Elle a créé un groupe de discussion familiale intitulé L'équité pour Émilie, où elle partageait des articles sur l'inégalité en matière d'héritage, et comment cela détruit les familles. J'ai mis le chat en sourdine, mais ma femme, Sarah, m'en montrait les moments forts. Janet était en train de monter un dossier, m'accusant d'être un fils manipulateur, qui avait monté grand-père contre sa propre petite-fille. Jeudi dernier, Émilie m'a appelé toute excitée, pour m'annoncer que son petit ami, Marc, l'avait demandé en mariage. J'étais ravi pour elle. Et je lui ai immédiatement proposé la maison du lac, pour leur mariage. Elle a poussé un cri de joie, et a commencé à parler d'un mariage estival, à la fois rustique et élégant, pour juin prochain. Avance rapide jusqu'à dimanche. Sarah et moi sommes allés à la maison du lac pour le week-end, afin de faire un peu d'entretien. L'endroit avait besoin de travaux. Grand-père avait été malade pendant 2 ans, et certaines choses avaient été négligées. En arrivant, nous avons trouvé 3 voitures dans l'allée. Celle d'Émilie, celle de Marc, et une camionnette portant l'inscription Evergreen Wedding Planning. À l'intérieur, Émilie faisait visiter ma maison à une organisatrice de mariage, comme si elle en était la propriétaire. Elle discutait de la possibilité d'abattre des murs pour ouvrir l'espace, et de rénover la cuisine vieillotte pour la réception. L'organisatrice prenait des mesures, et photographiait chaque pièce. Quand j'ai demandé ce qui se passait, Émilie m'a gaiement annoncé qu'elle prenait de l'avance, sur la planification de son mariage à la maison familiale du lac. Remarquez le pronom. L'organisatrice de mariage m'a tendu sa carte, et m'a dit qu'elle était tellement excitée à l'idée de transformer ce joyau caché en lieu de réception. J'ai pris Émilie à part, et je lui ai rappelé que c'était ma maison, et non une propriété familiale. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit, franchement, James. Nous savons tous les deux que maman a raison. Cet endroit devrait nous appartenir à tous les deux. Je planifie simplement mon mariage, à la maison du lac de ma famille. C'est là que j'ai remarqué qu'elle avait déjà posté sur Instagram, j'ai tellement hâte d'épouser mon meilleur ami, dans la magnifique propriété au bord du lac de notre famille. Mariage au lac domaine familial béni, j'ai dit à tout le monde qu'il devait partir. Émilie a commencé à pleurer. Disant que je gâchais la joie de ses fiançailles, et que j'étais un maniaque du contrôle concernant une maison que je n'avais même pas payée. Marc a essayé de jouer les médiateurs, suggérant que nous devrions tous nous calmer, et en discuter en famille. L'organisatrice de mariage avait l'air mortifiée, et est partie précipitamment. Émilie a appelé notre mère, qui est arrivée dans l'heure. Elle habite à 40 minutes de là, elle a donc dû rouler à toute allure. Janet est entrée comme si la maison lui appartenait, n'a même pas salué Sarah, et a commencé à m'engueuler. M'accusant de traumatiser Émilie, pendant sa journée spéciale de planification. La dispute qui a suivi a été ignoble. Les moments marquants incluent, Janet affirmant que grand-père était en déclin mental, lorsqu'il a rédigé son testament. Émilie soutenant que j'avais manipulé un vieil homme malade, pour un gain financier. Janet menaçant de contester le testament même si l'avocat de la succession m'a déjà assuré qu'elle n'avait aucun fondement. Émilie sanglotant que je lui volais le lieu de ses rêves pour son mariage. Et, enfin, ma mère traitant Sarah de croqueuse de diamants, qui avait touché le gros lot. Ce dernier commentaire m'a fait perdre mon sang-froid. Sarah a grandi en famille d'accueil, a cumulé 3 emplois pour payer ses études d'infirmière, et ne m'a jamais rien demandé. En fait, elle a insisté pour qu'on signe un contrat de mariage prénuptial, afin de prouver qu'elle n'en avait pas après mon argent. Je leur ai dit de quitter ma propriété sur le champ, sinon j'appellerais la police pour intrusion. Émilie a hurlé que je ne pouvais pas la bannir de son héritage. Janet m'a dit que j'étais mort pour elle, à moins que je ne fasse ce qui est juste. Elles sont parties, mais pas avant qu'Émilie n'ait posté une vidéo larmoyante sur Facebook, expliquant comment son frère confisquait la propriété familiale, et ruinait ses rêves de mariage. La publication est devenue virale au sein de notre famille élargie.
J'ai reçu des dizaines de messages, me qualifiant de sans-cœur, d'égoïste, et disant que je n'étais pas l'homme que grand-père avait élevé. Sarah et moi avons passé le reste du week-end en silence. Nous avons réparé le ponton, et essayé d'assimiler ce qui s'était passé. Je me suis surpris à parler à la photo de grand-père, m'excusant pour tout le drame entourant sa maison bien-aimée. J'ai maintenant explicitement révoqué mon offre d'accueillir le mariage d'Émilie. J'ai également fait installer des caméras de sécurité, et j'ai changé les serrures. Apparemment, Émilie avait fait des copies de la clé de secours. Mon ami avocat me conseille de tout documenter, au cas où la situation dégénérerait. Le groupe de discussion familiale a explosé. Des cousins à qui je n'ai pas parlé depuis des années, y vont de leurs commentaires. Mon père, qui a divorcé de ma mère il y a 10 ans, m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était fier de moi, pour avoir tenu bon. Et que grand-père le serait aussi. Ça m'a fait pleurer. Je ne sais pas comment réparer ça. J'aime ma sœur, mais elle montre une facette d'elle-même que je n'avais jamais vue. Ma mère a toujours été autoritaire, mais ce niveau de manipulation est nouveau pour moi. Je commence à me demander si je les ai jamais vraiment connus. Eddie, pour clarifier certaines questions, oui, le testament a été correctement exécuté, avec des témoins et un avocat. Grand-père a été évalué par son médecin, 2 mois avant de modifier le testament, spécifiquement pour prévenir toute contestation. La maison a été légalement transférée à mon nom. J'ai une assurance titre. Je ne suis pas inquiet pour les poursuites judiciaires, mais pour la destruction de ma famille. Mise à jour 2, postée 2 mois plus tard. Je ne pensais sincèrement jamais revenir avec une nouvelle mise à jour. Mais la situation a dégénéré bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Accrochez-vous, car ça va être long. Après mon dernier message, j'ai suivi les conseils de Reddit, et j'ai limité les contacts avec ma mère et Émilie. Je ne les ai pas bloqués complètement. Elles restent ma famille. Mais j'ai restreint leur accès à mes réseaux sociaux, et je n'ai répondu qu'aux véritables urgences. Pendant environ 3 semaines, les choses ont été relativement calmes. J'aurais dû me douter qu'elle préparait quelque chose. Cela a commencé par une lettre d'un avocat. Pas une mise en demeure, ni un procès, pour le moment. C'était une demande formelle de médiation, pour résoudre la distribution inéquitable de la succession Patterson. Patterson était le nom de famille de mon grand-père. La lettre exposait leur position, mon grand-père avait fait l'objet d'une influence indue, et le testament ne reflétait pas ses véritables intentions, qui étaient de traiter ses petits-enfants sur un pied d'égalité. J'ai immédiatement contacté l'avocat spécialisé en succession, qui s'était occupé du testament de grand-père. Il a ri. Littéralement. Il m'a dit que c'était la plainte la plus infondée qu'il ait vue, en 30 ans de pratique. Il a sorti le dossier de grand-père, qui comprenait une évaluation médicale confirmant sa compétence mentale. Un enregistrement vidéo de grand-père, expliquant ses legs. Des testaments précédents, montrant un schéma constant, j'obtenais toujours la maison du lac, Émilie recevait toujours des liquidités ou des objets de valeur. Des déclarations signées par des témoins, son médecin et son comptable, confirmant l'absence de toute influence indue. L'avocat m'a dit que ma mère et Émilie pêchaient à la ligne. Elles espéraient que je trouverais un accord financier, pour éviter un drame familial. Il avait raison. 2 jours plus tard, Émilie a débarqué au bureau de mon entreprise de construction. Avec Marc, et un autre avocat. Elle portait ce que je ne peux décrire que comme un costume de veuve éplorée. Pas de maquillage, les cheveux en bataille, et des vêtements qui semblaient délibérément froissés. L'avocat s'est présenté comme un spécialiste des litiges familiaux en matière d'héritage, et m'a tendu un document. Elle ne demandait plus seulement la moitié de la valeur de la maison du lac. Le document exigeait 50% de la valeur de la maison, 425 000 €. Des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, dus à son exclusion de la propriété, 100 000 €. Un remboursement pour les changements de lieu de mariage, 50 000 €. La prise en charge des prêts étudiants d'Émilie, puisque j'avais eu l'avantage éducatif de travailler avec grand-père, 80 000 €. Soit un total de 655 000 €. J'ai éclaté de rire. Ce qui était apparemment la mauvaise réaction. Émilie a fondu en larmes. Je suis maintenant convaincu qu'elles étaient fausses. Elle a hurlé que je prenais plaisir à son malheur. Marc l'a réconforté, tout en me jetant un regard noir. L'avocat m'a dit qu'il s'agissait d'une offre généreuse, pour éviter un procès public et désordonné. Je leur ai demandé de partir.
Les larmes d'Emily se sont mystérieusement arrêtées, et elle a sifflé, « Tu vas le regretter, James. Maman avait raison à ton sujet. » Le masque était complètement tombé. Ce soir-là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Emily avait lancé une cagnotte GoFundMe intitulée « Aidez-moi à me battre pour l'héritage de mon grand-père ». La description était un chef-d'œuvre de manipulation. Je m'appelle Emily Patterson, et j'ai le cœur brisé de partager mon histoire. Au décès de mon grand-père adoré, j'ai découvert qu'il avait légué notre maison historique au bord du lac, d'une valeur de près d'1 million d'euros, uniquement à mon grand frère. Cela a été un choc. Car grand-père a toujours dit que la maison serait pour la famille. Je suis convaincu qu'il a subi des pressions, dans ces dernières années. Mon frère, qui travaillait dans l'entreprise de construction de grand-père, avait un accès exclusif à lui, pendant que j'étais à l'université. Poursuivant les études qu'il avait toujours dit de vouloir pour moi. Aujourd'hui, je croule sous les dettes étudiantes, pendant que mon frère profite d'une propriété à 1 million d'euros. Tout ce que je veux, c'est l'équité. Pour pouvoir acheter ma propre maison, rembourser mes études. Et honorer ce que je crois être les véritables volontés de mon grand-père. S'il vous plaît, aidez-moi à me battre pour la justice et l'égalité familiale. Elle avait fixé l'objectif à 50 000 euros, pour ses frais de justice. En 24 heures, elle avait récolté 7 000 euros. Principalement auprès de la famille élargie, et d'amis de la famille, qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Les commentaires étaient violents. James devrait avoir honte. Les hommes avides écartent toujours les femmes de la famille. La maltraitance des personnes âgées est une réalité. Signalez-le. Emily, tu mérites cette maison. Ton grand-père aurait le cœur brisé. On m'avait conseillé de ne pas répondre publiquement, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai posté un seul commentaire, énonçant les faits, le testament était légalement solide, avec des documents médicaux à l'appui. Emily avait reçu 80 000 euros en espèces et en objets de valeur. J'avais proposé de multiples compromis, incluant l'utilisation gratuite de la maison. L'héritage reflétait nos relations différentes avec grand-père. Mon commentaire a été supprimé en moins d'1 heure. Emily m'avait bloqué, pour m'empêcher de commenter la publication. Ensuite, la campagne sur les réseaux sociaux a commencé. Emily s'est mise à poster d'anciennes photos d'elle et de grand-père, avec des légendes comme « Tu me manques tous les jours. Je te promets de me battre pour ce qui est juste. » Cœur brisé. Elle avait commodément choisi des photos de quand elle était jeune. Aucune des 10 dernières années, période où elle lui rendait à peine visite. Ma mère s'est jointe au mouvement. Elle publiait des essais sur l'inégalité de l'héritage, le sexisme, et la répartition des richesses familiales. Elle a lancé le hashtag Justice pour Emily. Leurs amis l'ont partagé. Des influenceurs locaux l'ont repris. Un blog d'actualité régionale a publié un article, « Une femme locale se bat pour un héritage équitable, après que son grand-père ait tout laissé à son frère. » Le journaliste n'avait interviewé qu'Emily et ma mère. Quand je les ai contactés pour donner ma version, on m'a répondu qu'ils se concentraient sur l'aspect humain du droit des femmes à l'héritage. Ils n'ont pas mentionné qu'Emily avait hérité d'une somme importante. Seulement que son frère avait obtenu le domaine familial. La pression est montée. Je recevais des appels quotidiens des membres de la famille, me disant « Donne-lui juste quelque chose, pour que ça s'arrête. » Des messages d'amis du lycée, me demandant comment je pouvais faire ça à Emily. Des avis à 1 étoile sur la page Google de mon entreprise, me qualifiant de voleur, et de profiteur de personnes âgées. Une pétition dans mon église, pour encourager James à faire ce qui est juste. Sarah s'est fait harceler à l'hôpital. Quelqu'un a laissé des impressions du GoFundMe d'Emily dans la salle de pause, avec la mention « C'est ça, ton mari ?» Ses collègues ont commencé à la traiter différemment. Une infirmière lui a demandé si elle était fière de s'être mariée avec de l'argent volé. Nous avons conduit jusqu'à la maison du lac, pour nous échapper un week-end, seulement pour trouver un panneau à vendre dans le jardin. Emily avait appelé un agent immobilier, et s'était fait passer pour la propriétaire. L'agent faisait visiter la propriété à un couple, lorsque nous sommes arrivés. J'ai dû lui montrer les documents prouvant que j'étais le propriétaire, et menacé de poursuites judiciaires, avant qu'il ne parte. Ce soir-là, alors que Sarah et moi étions assis sur le ponton, essayant de trouver la paix, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon avocat, et je lui ai dit de préparer une lettre de mise en demeure. Non pas seulement pour le harcèlement, mais pour la diffamation,
la fraude du GoFundMe, et la tentative de vente de ma propriété. J'ai également fait quelque chose que grand-père aurait approuvé. J'ai tout documenté. Chaque post, chaque message, chaque fausse déclaration. J'ai créé une chronologie, montrant la véritable relation qu'entretenait Émilie avec grand-père. Les anniversaires manqués. Les appels non retournés. Les visites qui n'avaient lieu que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Plus important encore, j'ai numérisé quelque chose que j'avais oublié, les journaux intimes de grand-père. Il tenait des journaux détaillés depuis 40 ans. Les passages concernant Émilie fendaient le cœur. Anniversaire d'Émilie aujourd'hui. J'ai envoyé une carte et un chèque. Aucun appel pour dire merci. J'ai invité Émilie au lac pour le 4 juillet. Elle a dit qu'elle avait des projets avec des amis. J'ai vu plus tard des photos d'elle, à une fête dans une maison de plage. Émilie avait besoin d'argent pour ses livres. Je lui ai envoyé 500 €. James m'a dit qu'il avait vu son post sur son nouveau sac de créateur, le lendemain. Rendez-vous pour le dernier testament aujourd'hui. L'avocat a posé des questions sur Émilie. Je lui ai dit qu'elle aurait de l'argent liquide, plus facile à utiliser pour elle. Le lac devrait aller à quelqu'un, qui le voit comme autre chose qu'une simple valeur immobilière. Cette dernière entrée était datée d'à peine 2 mois avant sa mort. Au moment même où ma mère prétend qu'il était en déclin mental. Je rencontre mon avocat demain, pour discuter des prochaines étapes. J'ai fini d'essayer de préserver des relations, avec des gens qui ne voient que des signes de euros, là où il devrait y avoir des souvenirs. Grand-père ne m'a pas seulement laissé une maison. Il m'a laissé le souvenir de ce à quoi ressemble une vraie famille. Ça ressemble à des matins d'été, à apprendre à pêcher. À des après-midi passés à reconstruire un ponton. À des soirées, à écouter des histoires sur le porche. Émilie et ma mère ont fait leur choix. Elles ont choisi la cupidité plutôt que la famille. Le mensonge plutôt que la vérité. La manipulation plutôt que l'amour. Je choisis d'honorer l'homme qui savait réellement ce que signifiait le mot famille. Je ferai une dernière mise à jour, après les procédures judiciaires. Quelle qu'en soit la forme. À ceux qui m'ont soutenu pendant cette épreuve, merci. Vos voix m'ont aidé à rester fort, quand ma famille essayait de me briser. Et grand-père, si tu me lis depuis là où tu es. Je tiendrai ma promesse. La maison du lac restera entre les mains de quelqu'un qui en comprend la véritable valeur. Exactement comme tu le voulais. Dernière mise à jour, postée 4 mois après la dernière. Ce sera ma dernière mise à jour. J'ai hésité à l'écrire, car cela signifie accepter que ma famille, telle que je la connaissais, n'est plus. Mais je dois une conclusion à ceux qui ont suivi cette histoire. Et honnêtement, j'ai besoin de l'écrire pour ma propre paix de l'esprit. Après mon dernier message, j'ai rencontré mon avocat. Et nous avons envoyé une lettre de mise en demeure exhaustive, à la fois à Émilie et à ma mère. Elle détaillait la diffamation, le harcèlement, le GoFundMe frauduleux, la tentative de fraude immobilière, et l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous exigions la cessation immédiate de toutes les publications diffamatoires. La suppression du GoFundMe, avec remboursement de tous les donateurs. Une rétractation publique des fausses affirmations. Et l'interdiction de tout contact avec ma femme ou moi, en dehors des voies légales. La réponse d'Émilie est arrivée dans les 48 heures. Non pas via son avocat. Mais via une vidéo en direct sur Facebook. Elle était assise dans son appartement, entourée de mouchoirs en papier, pleurant sur le fait que son frère abusif essayait maintenant de la faire taire, par des intimidations juridiques. Elle affirmait que je militarisais ma richesse pour l'opprimer, et se peignait en David affrontant Goliath. La vidéo est devenue virale dans notre communauté. Le Justice pour Émilie s'est transformé en Soutien Émilie. Les infos locales ont repris l'affaire. Le récit était captivant, un riche entrepreneur utilise des avocats pour réduire au silence sa sœur, une artiste en difficulté, qui se bat pour son héritage. La vérité n'avait plus d'importance. Seule l'histoire comptait. Mais Émilie n'avait pas réalisé qu'en rendant l'affaire publique, tous les coups devenaient permis. Mon avocat les avait avertis, que la poursuite de la diffamation nous amènerait à publier des preuves. Elles ont cru que nous bluffions. Nous ne bluffions pas. Nous avons créé un site web très simple, La Vérité sur la succession Patterson. Nous y avons publié le testament complet, avec la lettre de grand-père expliquant ses décisions. L'évaluation médicale de sa compétence mentale.
La vidéo de grand-père expliquant ses requêtes. Des extraits de ses journaux intimes, montrant les schémas relationnels. Une documentation de ce qu'Émilie avait réellement hérité, une valeur de 80 000 €. Des captures d'écran des réseaux sociaux d'Émilie sur les 5 dernières années, montrant son train de vie luxueux, tout en clamant la pauvreté. Des preuves que ses prêts étudiants étaient en réalité constitués à 40% de dettes de carte de crédit, pour du shopping. Et les offres que je lui avais faites, qu'elle avait rejetées. La preuve la plus accablante, fut une série de SMS entre Émilie et une amie, que nous avions obtenue légalement, lors de la procédure de communication des pièces. Émilie avait écrit, « Dès que je ferai craquer James, j'achète un appart dans Back Bay. Maman dit que si on maintient la pression, il va nous payer pour que ça s'arrête. Et le GoFundMe est un coup de génie. Même si on ne gagne pas en justice, j'aurai assez pour un apport. Ces idiots croient vraiment que j'étais proche de grand-père. » Le retour de bâton fut fulgurant. Le GoFundMe a été sous le coup d'une enquête, puis fermé. Émilie a dû rembourser plus de 15 000 € de dons. Plusieurs membres de la famille qui avaient donné, m'ont appelé pour s'excuser, en disant qu'ils avaient été aveuglés par ses larmes. Mais ma mère a redoublé d'efforts. Elle a intenté un véritable procès pour contester le testament. Ses motifs, influence indue, et manque de capacité testamentaire. Elle a engagé un avocat très cher, convaincu qu'elle pourrait gagner. Le procès s'est tenu le mois dernier. Il a duré 3 jours. L'avocat de ma mère m'a dépeint comme un manipulateur-calculateur, qui avait isolé un vieil homme mourant. Ils ont fait venir un psychologue, qui n'avait jamais rencontré grand-père, pour témoigner sur un déclin cognitif théorique. Ils ont présenté Émilie comme une petite fille aimante, privée de son droit de naissance. Notre défense s'est basée sur des faits simples. Le médecin de grand-père a témoigné de son acuité mentale. Son comptable a expliqué comment grand-père avait discuté du testament, de manière tout à fait rationnelle. Nous avons diffusé la vidéo, où grand-père, clair et précis, expliquait « Je laisse la maison du lac à James, parce qu'il comprend ce que j'y ai bâti. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit des souvenirs, des traditions, des valeurs. Émilie est une fille adorable. Mais elle voit les choses différemment. L'argent liquide lui servira mieux. J'espère qu'elle l'utilisera à bon escient. » La décision du juge fut rapide et sévère. Non seulement il a validé le testament, mais il a aussi condamné ma mère et Émilie à payer mes frais de justice, pour avoir intenté une procédure abusive, dans le but de harceler. Il a qualifié leurs actions de tentatives cyniques d'outrepasser les volontés claires du défunt. Les retombées furent brutales. Ma mère m'a envoyé un dernier email. « Tu as peut-être gagné légalement, mais tu as perdu ta famille. J'espère que cette maison valait le coup de perdre ta sœur et ta mère. Ne nous contacte plus. » Émilie a publié une dernière story sur Instagram. Parfois, tu découvres qui sont vraiment les gens, quand de l'argent est en jeu. Je vais de l'avant, et je guéris de cette famille toxique. Emojis étincelles. L'ironie ne m'a pas échappé. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Environ 2 semaines après le procès, j'ai reçu un appel de Marc, le fiancé d'Émilie. Il a demandé à me rencontrer en privé. Autour d'un café, il m'a avoué qu'il avait rompu leur fiançailles. Je ne pouvais pas épouser quelqu'un capable de mentir si facilement, m'a-t-il dit. Quand elle a pleuré dans ton bureau ce jour-là. Elle s'était entraînée devant le miroir toute la matinée. Tout était planifié. Je croyais la connaître. Mais la personne que j'ai vue pendant cette affaire, ce n'est pas la femme que j'ai demandée en mariage. Il m'a également révélé qu'Émilie avait déjà dépensé la totalité de son héritage. Les 50 000 € en espèces s'étaient envolés en 6 mois. Location d'une voiture de luxe, vêtements de créateur, et un voyage à Bali, pour faire une retraite de guérison qui lui a coûté 15 000 €. Les montres avaient été vendues immédiatement, pour moins de la moitié de leur valeur. Parce qu'elle n'avait pas pris la peine de les faire évaluer correctement. Elle n'arrêtait pas de dire qu'une fois qu'elle aurait l'argent de ta maison du lac, on aurait une vie parfaite, a confié Marc. Mais j'ai réalisé qu'il y aurait toujours une autre chose qu'elle estimerait mériter. Une autre personne qui lui devrait quelque chose. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre transférée de la dernière adresse connue d'Émilie. Elle provenait d'une agence de recouvrement. Elle m'avait listé comme référence sur une demande de prêt, en affirmant que j'étais son partenaire commercial.
Le collecteur de dettes voulait en savoir plus, sur nos entreprises communes. Mon avocat lui a répondu par une mise en demeure. Par le biais d'amis communs, j'ai appris qu'Émilie vivait désormais avec notre mère. Après avoir été expulsée de son appartement. Elle raconte aux gens qu'elle écrit un livre sur le traumatisme lié à l'héritage. Elle a lancé un nouveau GoFundMe pour son cabinet d'art-thérapie. Sans aucune certification, bien sûr. Elle est de nouveau fiancée, à quelqu'un qu'elle a rencontré il y a 2 mois, et qui comprend ses combats. Ma mère a raconté à la famille élargie que je suis mort pour elle. Elle a inventé un récit élaboré, où je suis un monstre qui a volé sa sœur. Certains la croient. Beaucoup ne la croient pas. J'ai arrêté de m'en soucier. Sarah et moi avons passé le week-end dernier à la Maison du Lac. Nous avons terminé toutes les réparations. Le ponton est refait à neuf. La cuisine a été rénovée correctement. Pas de la manière dont l'organisatrice de mariage d'Émilie l'avait imaginé. Nous avons appris que nous attendons notre premier enfant. Un garçon. Nous avons prévu de l'appeler Thomas, en l'honneur de grand-père. Alors que j'étais assis sur le ponton, en regardant le coucher du soleil, j'ai réfléchi à ce que toute cette expérience m'a appris. Premièrement, les gens vous montrent qui ils sont vraiment, quand il s'agit d'argent. Émilie et ma mère se sont complètement révélés. L'héritage ne les a pas changés. Il les a démasqués. Deuxièmement, la famille, ce n'est pas une question de sang. Ma vraie famille, c'est Sarah, et le fils qui va naître. C'est mon père, qui m'a soutenu. Et le souvenir d'un grand-père qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Troisièmement, honorer les dernières volontés de ceux qui sont partis. Grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Il a vu ce que j'avais été trop aveugle pour voir pendant des années. Quatrièmement, documenter tout. Les journaux intimes, les vidéos, les dossiers médicaux. Ils m'ont sauvé d'un faux récit, qui a bien failli devenir la vérité. Cinquièmement, parfois, perdre sa famille revient en fait à gagner sa liberté. Je pleure la famille que je croyais avoir, et non celle que j'avais réellement. À ceux qui font face à des situations similaires, tenez bon. Honorez les volontés du défunt. Ne laissez pas la manipulation émotionnelle prendre le pas sur les documents légaux. Et n'oubliez pas, quelqu'un qui vous aime vraiment, n'essaiera jamais de vous prendre ce qui vous a été donné librement, par quelqu'un d'autre. La Maison du Lac de grand-père est bien plus qu'une simple propriété. C'est le témoignage d'un homme, qui valorisait le caractère plus que les liens du sang. L'effort plus que le droit divin. Et la vérité plus que la manipulation. À chaque fois que je lance une ligne de pêche depuis le ponton que nous avons reconstruit ensemble, je le remercie d'avoir vu ce que moi je ne pouvais pas voir. Émilie et ma mère ont fait leur choix. Elles ont choisi la cupidité plutôt que la gratitude. Le mensonge plutôt que l'amour. La manipulation plutôt que les souvenirs. Elles devront vivre avec ça. J'ai choisi la paix. La vérité. Et l'héritage d'un homme qui savait, que la famille ne consiste pas à tout partager à parts égales. Mais à donner ce qui est juste, à ceux qui l'ont mérité. Par leur amour, leur temps, et leurs liens authentiques. Cette maison au bord du lac n'est pas mon héritage. Mon véritable héritage, c'est la certitude que je me suis battu pour ce qui était juste. Même quand cela m'a coûté tout ce que je pensais avoir. Merci à vous tous, pour votre soutien tout au long de ce parcours. Je ne ferai plus d'autres mises à jour. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière. Et de commencer à construire l'avenir que grand-père avait imaginé, lorsqu'il m'a laissé ce cadeau. À grand-père, j'ai tenu ma promesse. La Maison du Lac reste entre les mains de quelqu'un qui en voit la véritable valeur. Ton héritage perdure. Non pas dans le bois et la pierre. Mais dans les leçons que tu as enseignées, et dans l'homme que tu m'as aidé à devenir. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, sur ce grand lac dans le ciel. Garde tes lignes tendues, et bon vent à toi.